Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 juin. Nous recevons une invitée spéciale, Madame Emmanuela Zandi. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir. Vous m'entendez? Ah, ok. Bonsoir. Okay. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, merci. Merci d'être là. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui nos correspondants. On a Yves qui intervient à partir de Madrid. Bonsoir Yves. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et on aura aussi le Père Jean-Pierre, s'il veut bien nous accompagner dans cette émission. Donc bonsoir Père Jean-Pierre. Oui, bonsoir Patricia et bonsoir Madame Emmanuela Zandi, bonsoir Yves, bonsoir aussi à nos téléspectateurs et ceux qui sont fidèles à nous. Bonne soirée à tous, j'espère que nous allons passer de bons moments. Merci, bonsoir Père Jean-Pierre. Je vais faire juste un petit résumé, juste une petite présentation de Madame Emmanuela Zandi, mais je vais lui laisser la parole un petit peu plus tard, juste pour se présenter elle-même. Je pense que c'est mieux que ça vienne d'elle. Alors, je disais tout justement que Madame Emmanuela Zandi est engagée dans la lutte contre la violence sexuelle et les crimes contre l'humanité. Elle est présentement DGA du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et de crimes contre l'humanité, qui s'appelle aussi le FONAREV. Est-ce que c'est bien ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, je vais vous donner la parole pour quelques minutes, si vous pouvez vous présenter brièvement, et puis ensuite, on va continuer. D'accord, merci beaucoup, Madame Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. Merci, Yves. Je suis Emmanuela Zandi. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, directeur général adjoint du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre l'humanité. Avant d'être directeur général adjoint, j'ai été une militante, une activiste avérée. J'ai lutté contre les violences sexuelles, que ce soit dans les milieux urbains, périurbains et ruraux, et aussi les violences en milieu de conflit. Donc, j'ai milité beaucoup pour les questions des victimes, notamment les questions de réparation et d'accès à la justice. Et cela m'a valu plusieurs fois plusieurs prix, et j'ai eu la chance d'être reconnue ambassadeur de la paix auprès des Nations Unies avec la mission de la stabilisation de la paix en RDC, la MONUSCO. Et j'ai évolué en tant que journaliste. J'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales, notamment j'ai eu à être correspondante de RFI en tant que journaliste. Et évidemment, j'ai travaillé comme consultante dans les questions de genre et d'intégration du genre dans plusieurs organisations. Et surtout, mon leitmotiv, c'est surtout la question de la violence sexuelle et des crimes contre l'humanité. Merci, Madame Emmanuelle. On a sauté une étape en réalité dans le déroulement de notre émission. On aime bien un peu savoir ce que nos invités ont fait comme études, en fait, et ce qui vous a amené à être une activiste pour les femmes. Quel genre d'études avez-vous fait? Alors, à la base, je suis journaliste et j'ai fait plusieurs formations aussi en droit de l'homme. Je suis en train de poursuivre une licence en droit présentement pour me perfectionner et connaître aussi évidemment toutes les lois du pays. Et voilà, je pense que c'est un peu le bout de mon parcours estudiantin ou professionnel. Merci. Vous avez étudié à Kinshasa ou à l'extérieur du pays ou dans une autre ville? Alors, j'ai étudié un bout de mon université au Kenya et je suis venue poursuivre évidemment à Kinshasa. D'accord. Au Kenya, où ça? Yves a demandé où ça? Au Kenya, où ça? J'ai étudié à Catholic University, Kwea. Ok, je vois. Merci. Alors, militante active des droits des femmes,
J'ai lu dans votre bio que vous avez une ONG appelée Ma Voisine. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de cette ONG et où est-ce que vous opérez et qu'est-ce que ça… Bien évidemment, c'est avant d'être nommée aux fonctions publiques, j'ai exercé évidemment le rôle de directeur exécutif de l'ONG Ma Voisine, qui est une organisation pour et par les jeunes filles, qui a été créée depuis 2017. Et cette organisation est surtout dans la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles, qu'elles soient liées au conflit ou pas. Alors, j'ai beaucoup œuvré dans la prise en charge psychosociale et dans la réinsertion socio-économique. Bien évidemment, j'ai beaucoup travaillé aussi avec beaucoup d'autres organisations en référencement dans les questions de prise en charge médicale ou de l'accès à la justice des victimes. Donc, c'est en gros, Ma Voisine, c'est vraiment une organisation d'autonomisation de jeunes filles victimes et pas victimes, bien sûr, mais très focalisée sur les jeunes filles victimes de violences sexuelles. D'accord. Donc, vous êtes donc la créatrice de cette ONG, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Elle fonctionne toujours, l'ONG? Oui, elle est toujours là. Ok, d'accord. Ah, c'est très bien. C'est bon à savoir. Enfin, être DGA, je ne pense pas que ça empêche de faire autre chose aussi à côté. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir d'où vous vient cette vocation, en fait, pour le droit des femmes, des jeunes filles, les droits humains, en fait. D'où vous vient cette vocation? Ok, déjà, je pense que la vocation me vient du fait que moi-même, j'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais très jeune. Et depuis très jeune, je pense depuis mes 13 ans, j'ai commencé à militer contre les violences. J'ai été de suite présentatrice de radio. J'ai présenté une émission que j'appelais émission de droits de l'enfant. Et dans ces émissions, j'essayais d'expliquer aux enfants leurs droits et leurs devoirs. Mais après, je commençais également à toucher les questions de société qui faisaient ravage à ce moment-là. Et j'ai commencé à voir l'ampleur de violence dans notre société et ça m'a permis justement de me dire qu'il faudrait que je me focalise sur cette question, non seulement parce que je l'ai vécue, mais parce que je ne voudrais pas qu'une autre jeune fille puisse repasser par ces mêmes parcours par lesquels je suis passée, puisqu'il est retravé de beaucoup de traumatismes et beaucoup de perte de confiance en soi et surtout beaucoup de discrimination. Et je me suis dit, je dois me lever pour les autres. Et c'est depuis que j'ai 13 ans que je suis debout pour les autres jusque maintenant. D'accord, oui, impressionnant, impressionnant. Parce qu'on sent très bien que votre poste d'aujourd'hui, il y a une continuation dans ce que vous avez fait auparavant. C'est pas du tout anodin. Mais pourquoi Ma Voisine? D'où vient ce nom? Alors, Ma Voisine, c'est quand vous avez votre voisine, c'est chez elle que vous courez. C'est vraiment dans le contexte africain. Vous allez chez votre voisine quand vous avez un problème, quand vous voulez lui demander du sel, quand vous voulez, voilà, vous pouvez lui partager certaines choses de votre intimité. C'est vraiment la personne avec laquelle, c'est la personne qui peut vous soutenir et qui peut vous ramener du bas vers le haut. Et c'était un concept vraiment très significatif par rapport à ce que nous, on a envisagé de faire dans cette organisation. C'était les jeunes filles qui soutenaient, qui accompagnaient les autres jeunes filles à se relever. Oui, c'est ça. Un point très important, l'accompagnement. Surtout après avoir vécu des situations difficiles comme ça, c'est toujours un petit peu l'accompagnement qui manque, en tout cas dans notre contexte. Hein. Je pense que les choses vont un petit peu mieux avec certaines ONG et puis bien sûr le FONAREF, parce que j'ai eu à regarder un petit peu en ligne ce que vous faites, mais on va y venir après. Plus amplement. Je voulais demander d'abord à Yves s'il a une question sur la première partie de l'émission, ça veut dire sur l'association, le parcours, quoi que ce soit, avant que nous allions à la deuxième partie. Non, pour moi, je suis très surpris de voir qu'il y a une activiste et pas une politicienne occuper un tel poste. C'est vraiment rare dans notre pays. Je la félicite. Et puis, je suis tout, hein. Je prends note.
Et voilà. Les questions, je suis en train de les concocter. D'accord. Merci. Merci Yves. Le père Jean-Pierre, vous avez une question? Jusqu'à présent, pas encore. Je suis content de suivre encore le propos de Madame Emanuela. Et ce qui m'a frappé un peu, c'est ce qu'elle venait de dire, qu'elle s'est intéressée à défendre, je crois, les jeunes filles par ce qu'elle a subi elle-même. Alors, bon, c'était un peu bref, mais ça montre déjà un peu le soubassement de ses activités, de son amour pour la défense des filles ou des femmes. Ça m'a frappé quand même déjà. Ouais. Excellent, merci. Alors, moi, je vais parler un petit peu encore de ma voisine parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous œuvrez partout dans le pays ou vous avez une ville spécifique dans laquelle l'ONG opère plus? Non, malheureusement, non. Nous sommes qu'au Nord Kivu et à Kinshasa. Voilà. D'accord. Mais Nord Kivu, déjà, c'est beaucoup de travail, j'imagine. Oui, absolument. C'est beaucoup de travail. On travaille dans l'accompagnement des victimes, qu'elles soient déplacées de guerre ou des victimes de violences sexuelles liées au conflit, ou encore d'autres victimes de violences basées sur le genre. Donc, oui, c'est un contexte extrêmement difficile, le Nord Kivu, et qui demande une attention particulière. D'accord. D'accord, merci. On va donc parler un petit peu de votre activité, surtout de vos responsabilités en tant que DGA du FONAREV. Mais avant ça, on va regarder une petite vidéo d'introduction et puis ensuite on va discuter sur le FONAREV. Le FONAREV a aujourd'hui visité le camp de Boulengo parce que dans la nuit d'hier, il y a eu des pluies torrentielles qui ont frappé et ont détruit les maisons. Tunafika hapa mimi na komite provincial ya securite tukasindikizwa na DGA ya FONAREV, tunakuja kuomboleza pamoja, na ndio kwa maana tunakuja tena leo kama vile liwali alisema kuwaletea hiyo ujumbe wa huruma, wa pole na wa mapendo tena wetu sisi wote. Tutakamata en charge wale wa blessé wote wenye walipata hiyo msiba, na tutaendelea kushiriki pamoja ili tuweze kupata solution kwa mashida zetu zote. Asante. Nous avons visité les deux hôpitaux, effectivement, pour prendre en charge les victimes déplacées, gravement blessées, et payer leurs frais d'hospitalisation, leur donner à manger. Et après, le FONAREV va mettre en place un système pour les aider véritablement à s'en sortir. Mais aussi, le FONAREV va revenir dans ce camp-là, trouver les causes exogènes et endogènes qui font à ce que les personnes soient soumises à cette grande souffrance. Papa Président, njo mwenye alitutuma hapa pamoja na mama première dame ili tukie tubaasiste. Hapo ndio mnapasha sema aksanti kwao. Amen. Tulikuwa tunanyeshewa. Tunanyeshewa lakini mlitusaidia pia. Na yenyewe mwenda mumwambie hivi. Ndio. Ukupa kwenye tuko. Kweli ametupatia basha. Alitutumiaka tena na maziwa. Alitupatia tena maziwa. Tukakula na bunga ya jone tukashiba. Sasa yenyewe mwenda muambie hivi. Papa Chichi. Chilombo Chibeto. Tuko mumabashi. Lakini malize vita twende tulime kwetu. Tunakuwa na hamu na tunajua kisi utashinda papa. Tuko na muombea. Nous sommes ici au camp Don Bosco, le camp de déplacés internes qui ont fui
la guerre dans le Massissi, dans le Rutshuru et Nyiragongo. Aujourd'hui, ces populations, plus de 900 000 personnes, vivent dans la précarité extrême avec des souffrances extrêmes. Pour répondre à cette question, le président de la République, au travers le FONAREV, est venu en aide à plus de 50 000 ménages dans le camp d'Israël. Très belle vidéo. Alors, Madame Emmanuelle Zandi, nommée par le président lui-même, après avoir participé à la commission ad hoc chargée de mettre en place le FONAREV, expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette commission, quelle a été votre démarche, est-ce que c'est dû, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce que vous faisiez déjà avant, et ce qui a un peu de sens parce que c'est une continuité. Voilà, c'est ma question. Alors, merci beaucoup. La commission n'est pas née comme un cheveu dans la soupe. Je tiens à préciser que la question de réparation est une question qui a toujours hanté les plaidoyers en RDC, surtout pour venir en aide et pour la dignité des victimes. Et donc, la première approche, ça a été de mettre en place une table ronde qui réunirait en fait tous les acteurs, toutes les parties prenantes, notamment les associations d'aide aux victimes, les victimes elles-mêmes, les ministères sectoriels, toutes les parties prenantes qu'elle a distinguées première dame en tant que marraine ou en tant que championne de violences liées au conflit par les Nations Unies, a mis en place cette table ronde. Et cette table ronde, le rôle de cette table ronde de conclusion, il a été demandé que cette commission soit créée et que le Fonds national de réparation soit créé. Alors, pour arriver à mettre en place le fonds, on a dû créer la commission ad hoc qui était sous la supervision directe du président de la République. Et dans cette commission, je suis allée en tant que représentant de la société civile, notamment des associations d'aide aux victimes, comme Cascade premièrement, et deuxièmement, comme victime moi-même. Et il y avait la Fondation Panzi, il y avait aussi d'autres associations qui étaient présentes dans la commission ad hoc, qui représentaient à ce niveau les victimes, notamment le mouvement des survivantes. Et il y avait tous les ministères sectoriels, la présidence de la République, pour réfléchir sur les réformes à apporter, pour réfléchir sur un cadre organique de la mise en place du Fonds national, pour réfléchir également sur toute la partie légale et je dirais toute la partie, la partie normative et institutionnelle de la mise en place, de la mise en œuvre du droit à la réparation. Donc c'est comme ça que les fonds a été créés. La commission a été chargée justement de mettre en place une monture de la loi qui porte protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et donc, c'est à partir de la commission que nous avons vraiment travaillé pendant tout un an pour la mise en place de tous ces cadres normatifs et institutionnels qui ont conduit justement à la mise en place du Fonds national. D'accord. Effectivement, donc vous avez contribué au contenu de la création du fonds. Okay. Exactement. Ok. Et quelle est la mission du FONAREV? Quelle est sa mission globale? Et oui, juste la mission globale pour commencer. Alors, la mission globale du FONAREV, c'est d'identifier les victimes, c'est d'aider les victimes à accéder à la justice, et ceux compris les droits à recouvrer leurs dommages et intérêts qui leur sont alloués. Et la dernière mission, c'est de réparer les victimes. C'est les trois grandes missions du FONAREV. D'accord. Mais dans un pays comme le nôtre, j'ai regardé un petit peu en ligne, j'ai vu que en 2022, par exemple, notre pays a enregistré plus de 120 000 victimes de viol, rien que pour l'année 2022. Comment vous faites pour répertorier et sélectionner, enfin, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais c'est le mot qui me vient en tête, sélectionner les victimes
qui ont besoin d'aide collective ou personnelle? Comment vous vous organisez pour ça? Déjà, j'aimerais bien apporter une petite innovation que la loi portant principes fondamentaux de la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Désolée, c'est un titre très grand, hein, mais je suis obligée de citer toute la loi portant protection, principes fondamentaux portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est une réparation collective. Donc, il y a ce qu'on appelle la réparation individuelle, il y a la réparation collective. Alors, la loi donne en fait tous les principes, tous les prescrits de la mise en œuvre du droit à la réparation. Donc, elle donne aussi un aperçu de ce qu'on doit faire pour protéger les victimes et comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Donc, comment est-ce qu'on doit répertorier? On doit d'abord identifier les victimes. Chez nous, notre champ matériel est très cadré. Nous avons un champ matériel, temporel et géographique qui sont très cadrés par la loi. Donc, ça veut dire que nous, on ne prend en charge que les victimes qui sont dans notre mandat. Donc, ça veut dire les victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité seulement. Alors, comment on fait? On doit d'abord identifier les victimes et identifier les communautés qui ont connu de conflits. Et à la suite de cette identification, les victimes peuvent avoir droit à un statut de victime selon la méthodologie que le FONAREV va mettre en place et tous les critères que le FONAREV va mettre en place. Et en train de travailler, d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas vous le dévoiler, parce que le FONAREV continue d'abord de travailler sur tous les critères de l'octroi du statut de victime, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir d'abord une identification des victimes, et ça, pour cette année, c'est choisi dans 8 provinces prioritaires en fonction de la gravité des préjudices qui ont été commis, et surtout en fonction de la zone géographique. Donc, ces 8 provinces vont bénéficier cette année de première phase d'identification, et cela va donner lieu d'être inscrit si avec notre cartographie, ce qu'on appelle la cartographie des incidents, c'est un peu comme le projet du rapport mapping. Ceux qui ont eu une idée sur le projet du rapport mapping, ça répertorie en fait tous les incidents qui ont été commis en RDC, qu'ils soient des conflits armés, des conflits ethniques, des conflits communautaires, des conflits politiques. Et à partir de cette cartographie, nous savons exactement géolocaliser les lieux où il y a eu des conflits dans notre pays et avoir une idée approximative de victimes que nous attendons pour le processus de réparation. Et après avoir eu ces données, on va maintenant procéder à cette identification et au terme de l'identification, les victimes vont avoir accès à des réparations si et seulement si ils ont obtenu les statuts des victimes et qui passent par 3 phases selon la loi. La première phase, c'est que le FONAREV identifie les victimes. La deuxième phase, les victimes qui se retrouvent provisoirement sur la liste du FONAREV, qui ont prouvé en fait leur victimité, vont aller en deuxième phase au niveau de l'authentification de la LUC, qu'on appelle la liste unique consolidée, c'est en fait un registre des victimes qui va être authentifié par les ministères et les droits humains dans ses attributions et ensuite qui va être homologué au niveau du tribunal de grande instance. Et après que les tribunaux aient homologué cette liste, la liste va revenir au FONAREV et le FONAREV va maintenant octroyer des réparations aux victimes. Mais par contre, il y a une autre forme de réparation qui est, comme je le disais, c'est une innovation au niveau de la justice transitionnelle, c'est la réparation collective. C'est-à-dire que les personnes ont subi des préjudices de manière individuelle, mais l'ont subi aussi, d'une part, de manière collective. Parce que quand il y a eu, par exemple, des conflits, on a attaqué des hôpitaux, des écoles, qui étaient des biens publics pour servir ces personnes-là dans leur vie quotidienne. Et ça a été attaqué
et on n'a plus aucune trace. Et donc, ces personnes sont lésées, sont préjudiciées à pouvoir vaquer à leurs occupations habituelles. Et donc, par rapport à ça, de manière collective, une communauté peut avoir subi ce préjudice et elle a le droit d'être réparée. Donc, ça veut dire que si on prouve cette victimité et que dans notre cartographie, une communauté se retrouve, on a aussi l'obligation de mettre en place, après consultation des victimes, bien évidemment, parce que nous ne faisons rien sans consulter les victimes, de mettre en place des mécanismes de réhabilitation, de reconstruction des édifices, par exemple, qui ont été détruits par les conflits et même qui n'ont pas forcément été détruits par le conflit, dont les victimes estiment que c'est un bien nécessaire pour leur survie, pour leur vie, pour leur cohésion sociale. D'accord, je vous remercie. En regardant sur le site, j'ai remarqué que le FONAREV va, dans ce que vous disiez juste tout à l'heure, sur les réparations collectives, vous avez eu à reconstruire des écoles, à reconstruire des routes, ce genre de choses, mais est-ce que tout ça, ça rentre dans vos prérogatives, en fait? Est-ce que ça rentre? Est-ce que reconstruire une école, bon, peut-être que moi je comprends le processus, parce que vous dites réparation collective, donc c'est pour la communauté, mais une personne qui a subi une agression sexuelle, comment pourrait-elle comprendre que personnellement, elle ne peut pas recevoir de réparation, mais par contre, elle peut recevoir, sa communauté peut recevoir une réparation collective dans le sens d'une école, réhabilitation d'une maison, quelque chose comme ça. En fait, j'aimerais vraiment comprendre le mécanisme pour que ce soit un peu plus clair dans nos esprits, en tout cas. Merci, madame. En fait, comme je l'ai dit, il y a deux phases, il y a deux mécanismes de réparation, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Au niveau individuel, il y a tous les mécanismes qui doivent être mis en place pour redonner la dignité à la personne, à la victime. Mais il y a aussi cette personne ayant subi un préjudice de manière individuelle se retrouve dans une communauté. Et cette communauté, parfois étant témoin de ce préjudice. Oula, on a perdu. La connexion de Kinshasa. Oui, alors que tout allait encore bien jusque-là. Voilà. Alors, pour ne pas avoir d'espace vide, est-ce que nous pouvons faire passer la rubrique rappel historique? Peut-être, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on attende juste quelques minutes, puisque peut-être que les rappels historiques aussi, ça pourra être bénéfique à elle pour qu'elle puisse... oui, effectivement, c'est vrai. Peut-être, ça signifie que j'espère que ça ne va pas traîner. C'est certainement une coupure de courant, parce que je vois la façon dont ça s'est coupé brusquement là. Oui, c'était brusque, pourtant... Pourtant, elle avait une bonne connexion, donc c'est 10 sur 10 pour... C'est certainement une copie. J'espère que ça ne va pas beaucoup traîner et qu'elle va vite revenir, comme elle s'y connaît un peu. Hein. Voilà, je vois Yves un peu triste. Est-ce que ça va, Yves? Moi, je ne sais pas. Vous savez, quand on parle de ces histoires de violence, ça rend triste un peu certaines situations. Ça affecte autrement, surtout pour quelqu'un comme moi qui a vécu ça dans ma chair, donc c'est un peu compliqué. Je vous donne le cas, j'ai ma femme là par exemple, elle a été victime. Son frère est mort dans la guerre en 96, quand la ville de Bukavu était tombée entre les mains des AFDL. Son grand frère a été abattu et jusqu'à présent elle est traumatisée, elle continue à avoir des cauchemars sur ce qui s'est passé. Donc, je comprends parfaitement ce que Madame Emmanuelle est en train de dire. Non, je dois la contacter pour ma femme parce qu'elle aussi est victime. Exactement, mais pourquoi pas, bien sûr. Elle peut être de bons conseils. Bon retour, Madame Emmanuela, vous êtes
La connexion avait fait faux bond là. Exactement. Des intempéries. Alors, nous étions en train de parler, vous étiez en train de nous expliquer un petit peu la différence entre les réparations collectives et la réparation individuelle. Oui, justement, pour arriver là, je pense que je peux faire juste un bref aperçu de formes de réparation. Alors, nous avons 5 formes de réparation. Nous avons la première forme qui est la restitution, qui s'attend, c'est des mesures qui visent à rétablir la victime dans la situation originale dans laquelle elle était avant la commission de violations flagrantes du droit international ou bien du droit international humanitaire. Et puis, nous avons la forme de l'indemnisation qui, de surcroît, est accordée pour tout dommage qui résulte des violations flagrantes et qui se prête à une évaluation, je dirais, beaucoup plus économique. Selon qui vient et de manière proportionnée auxquelles la personne a. Et puis, on a les formes de réadaptation. C'est là qu'on voit toute la prise en charge holistique. Donc, la forme de réparation médicale, donc la prise en charge médicale, quand une victime a été victime, excusez-moi la répétition, elle a droit de voir un médecin, par exemple, dans les 72 heures. Elle doit recevoir des soins adaptés. Puis, vous avez une autre forme de la prise en charge psychosociale. Donc, la personne doit être suivie sur le plan psychosocial pour s'assurer que la personne ne garde pas les traumatismes de cette violation flagrante qu'elle a subie. Troisième chose, la personne a droit d'une prise en charge juridique et judiciaire. Au cas où la personne, avec son choix, comme on l'a dit souvent dans nos termes techniques, un choix éclairé, donc un consentement éclairé, décide de porter plainte contre son bourreau ou son agresseur, cette forme de réparation lui permet justement qu'elle soit accompagnée dans cette quête de justice. Et puis, vous avez la question de la réinsertion socio-économique qui, après tout ce processus-là de prise en charge médicale, psychosociale et de prise en charge juridique et judiciaire, la personne doit bénéficier d'une réintégration économique et sociale dans la communauté. Donc, ça veut dire qu'on doit lui octroyer, par exemple, un fonds, c'est ce qui se passe souvent, ou si elle était mineure, on doit la réintégrer dans une vie scolaire. Et tout ça, c'est un processus qui doit être tellement holistique. Et aujourd'hui, on parle même d'une prise en charge qui s'apparente un peu à la prise en charge psychosociale. C'est une prise en charge, je dirais, spirituelle. Donc, ça dépend du contexte dans lequel les personnes se retrouvent. Il y a des gens pour qui, il faut qu'il y ait un pasteur en qui, en fait, parce qu'en fait, les gens, ils guérissent avec les gens avec qui ils font confiance, qui leur portent vraiment beaucoup de soutien. Il y a cette forme maintenant qui est encore en cours d'intégration dans les protocoles de prise en charge. Après, vous avez des mesures de satisfaction. Alors, les mesures de satisfaction, c'est quand on parle des recherches de la vérité, où on veut expliquer, les victimes demandent de savoir, par exemple, qu'est-ce qui s'est réellement, pourquoi ça s'est passé comme ça, pendant les conflits, ou récupérer le reste des corps, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de victimes qui ont été enterrées vivantes, et les mesures de satisfaction, parfois même, et très souvent, les grandes mesures de satisfaction, c'est les excuses publiques d'un chef d'État ou d'un président de la République qui reconnaît que son pays ou la nation n'a pas protégé les personnes, les civils, et qui demande pardon ou s'excuse pour les crimes qui ont été commis, peu importe s'il était au pouvoir ou pas, il doit s'excuser pour les crimes qui ont été commis. Donc, l'État, dans son incapacité de protéger la population. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les garanties de non-répétition, qui sont des formes de réparation totalement... c'est la dernière forme de réparation
où il doit y avoir des réformes institutionnelles pour permettre aux victimes d'accéder à toutes ces formes de réparation. Et surtout, les mesures de garantie de non-répétition se veulent aussi des mesures qui interdisent toute personne qui a été impliquée dans un conflit ou dans une violation grave ou flagrante des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires, ne puisse plus accéder à des fonctions publiques ou à des fonctions qui lui demandent d'avoir une décision sur une population donnée. Donc, c'est en fait ça les formes de réparation. Et dans toutes ces formes, la victime bénéficie d'une des formes de réparation en fonction du préjudice qu'elle a subi. Ça peut être de manière individuelle ou encore de manière collective. D'accord, merci. Merci pour cette explication, c'était très clair. Et, ce que je voulais savoir, c'est que, étant donné qu'il y a des victimes qui sont à déplorer un peu partout dans le pays, dans le sens de les conflits sont différents. Par exemple, on va dire dans la province de l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, et le Congo central et le Kasaï central, les conflits ne sont pas les mêmes. Donc, comment le FONAREV s'organise pour faire intervenir les différentes organisations comme la justice, les institutions de justice et les différentes institutions pour pouvoir intervenir, puisque à chaque fois la démarche peut être différente dans chaque province. Ça doit être, je ne sais pas, j'imagine que ça doit être tellement quelque chose de compliqué, mais vous allez peut-être simplifier ça pour nous et nous expliquer un petit peu comment ça se passe d'une province à une autre. Par exemple, on va prendre le Congo central et l'Ituri. C'est complètement pas la même chose, pas les mêmes conflits. Comment vous faites? Oui, comme je vous expliquais tantôt, on a fait ce qu'on appelle la cartographie, la revue documentaire. Donc, la revue documentaire nous permet de savoir exactement ce qui s'est passé dans chaque province et de qualifier et de catégoriser en fait les conflits qui s'y sont déroulés. Et en fonction de la catégorisation de conflits qui s'y sont déroulés en fonction de province, on va maintenant apporter une réponse. On va mettre en place un programme de réparation en fonction du contexte de chaque province, selon les besoins aussi des victimes collectivement consultées pour la mise en œuvre du droit à la réparation. Donc, ça veut dire que chaque province a un contexte différent. Les conflits communautaires ne sont pas le même que les conflits ethniques. Et cela doit être pris dans leur valeur, je dirais, dans leur particularité. Et les conflits de guerre ne sont pas le même que le conflit religieux. Donc, tout doit se faire en tenant compte du contexte. On doit mettre en place pour chaque province. Et puis, parce que vous avez posé une question extrêmement importante. La manière de penser, de réfléchir, de voir les choses, la culture, la coutume, les ressentiments des personnes qui vivent dans une province est totalement différent d'une autre province. Donc, ça veut dire que notre travail, c'est de faire en sorte de comprendre en fait le contexte de chaque province et mettre en place des mesures, adresser des mécanismes de réparation qui soient adaptés à chaque province. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nous, on intervient et on ne fait pas, on ne met pas en place et on ne mettra jamais en place, et ça je le dis, une mesure de réparation sans consulter les victimes. Donc, c'est elles qui nous disent, voilà ce qu'on veut, voilà comment est-ce qu'on veut que vous puissiez adresser le préjudice que nous avons subi, voilà ce qui nous parle comme valeur réparatrice pour nous. D'accord. Alors, revue documentaire, c'est donc la revue qui est faite après que les victimes aient vécu ce genre d'agression. Mais est-ce que le FONAREV fait un travail de prévention? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont, par exemple, dans des zones où vous avez déjà eu à travailler et que vous savez qu'il y a des conflits, les gens opèrent de telle ou telle manière? Est-ce qu'après, vous avez un travail de prévention tout justement pour prévenir que les choses ne se répètent pas de la même façon? Bien sûr, nous avons l'obligation de travailler sur la prévention.
évidemment, c'est vrai que nous, on vient pour réparer en fait les conséquences de préjudices qui ont été subis, mais nous avons aussi l'obligation, d'une part, de prévenir le conflit pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans une situation où on continue de réparer les victimes tous les jours. Nous collaborons aussi avec d'autres institutions, que ce soit des institutions étatiques ou pas, qui travaillent dans les questions de prévention. Nous sommes en train de mettre en place un programme de prévention. Vous le savez, le FONAREV, ça fait simplement 8 mois que ça existe. Okay. Donc, ça veut dire que nous sommes encore en train de mettre toute la paperasse en place, mais nous avons déjà avancé parce qu'à ce jour, nous allons sortir le rapport de la cartographie des incidents. C'est un peu, si vous avez déjà, comme je l'ai dit, si vous avez déjà lu le rapport mapping, ça retrace tous les incidents. À ce jour, nous avons documenté plus de 2000 incidents. Donc, ça va retracer en fait tous les incidents qui ont été commis dans toutes les provinces dans lesquelles nous sommes placés, dans 10 provinces pilotes. Ensuite, nous avons déjà répertorié toutes les organisations d'aide aux victimes qui travaillent qui pourraient éventuellement travailler avec le FONAREV, parce que le FONAREV se veut en fonds de proximité. Nous avons déjà collecté plusieurs décisions de justice, parce que vous vous rendez compte que le FONAREV, ce n'est pas qu'une réparation administrative, elle est aussi judiciaire, mais elle est plus administrative que judiciarisée. Donc, ça veut dire que les victimes, sans même avoir une décision de justice, peuvent bénéficier d'une réparation. Et nous partons de conflits depuis 1993. Vous voyez, ça fait 30 ans, plus de 30 ans de conflits. Donc, c'est une tâche extrêmement lourde de pouvoir répertorier tous ces conflits dans toutes ces provinces. Donc, ça veut dire que le FONAREV est en train de travailler au préalable, ce qu'on appelle les préalables à la réparation, pour nous permettre de pouvoir y aller. C'est aussi 55 ouvrages qui vont être mis en place au niveau dans 8 provinces prioritaires, dans le cadre de la réparation collective. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nous sommes encore en train de travailler. C'est aussi plusieurs familles déplacées qui vont bénéficier de ce qu'on appelle des mesures provisoires, parce que les déplacés, étant ce qu'on appelle des victimes à l'œil nu, mais la loi nous interdit de pouvoir indemniser une victime sans qu'elle ait été formellement identifiée. Donc, ce qui veut dire que nous allons procéder bientôt à l'identification des victimes déplacées et nous prouverons justement la victimité. Et puisqu'ils ne sont pas dans leur milieu d'origine, nous allons procéder à ce qu'on appelle les réparations provisoires ou intermédiaires, qui sont des réparations pas d'urgence, mais à court terme pour permettre à la personne de pouvoir survivre le temps qu'elle puisse retourner chez elle et pouvoir bénéficier d'une des formes ou de plusieurs formes de réparation selon qu'elle a connu tel ou tel autre préjudice. Merci. Donc, vous avez pu répertorier plus de 2000 incidents. Est-ce que vous avez pu répertorier le nombre de victimes? Je sais que c'est un peu une question... Non, pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore fait l'identification des victimes, je ne pourrai jamais vous parler du nombre exact des victimes, mais en fonction de la cartographie des incidents, je peux vous dire qu'on est à plus de 10 millions de victimes si on doit compter les victimes directes et les victimes indirectes. D'accord, merci. Je vais donner la parole à Yves. Peut-être il a une question. Yves, tu as une question? Non, j'ai un tas de questions. Je ne sais pas par où commencer. Tu peux en poser une ou deux alors. Moi, je vais aller au plus pratique. Et je prends le cas de mon épouse qui a été victime comme je le disais tantôt, qui était victime de la guerre en 96. L'une des plus grosses, comment est-ce que je dis ça, peine que je ressens et qu'elle ressent, vous avez bien dit, ça fait 30 ans que nous sommes dans un conflit qui ne dit pas seulement à l'est du pays. Et ce conflit-là a affecté aussi le reste du pays parce que certains méfaits ou certains agissements
de certaines troupes ou de certains personnages utilisent le viol, le meurtre comme arme de guerre, ou bien comme arme pour essayer de faire un effet coercitif sur les populations locales. Maintenant, l'une des plus grosses, disons, peines que nous avons, nous autres, c'est qu'à ce jour, il n'y a même pas un mémorial pour les personnes qui ont été victimes. Moi, ma femme, elle est là aujourd'hui, elle n'a pas besoin de l'assistance du pays, je m'occupe bien de ma femme, mais je me mets dans la peau de certains de mes compatriotes. Le simple fait, je vous donne un exemple très bête. Hein. Vous êtes de Goma et certainement que vous savez ça. Quand vous arrivez à Kigali, la première chose, surtout quand vous êtes dans une visite officielle, la première chose que l'on vous fait visiter, c'est le mémorial au génocide. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre. On n'a même pas une forêt pour les victimes du génocide. On n'a même pas un mémorial, même pas une flamme éternelle pour ces victimes-là. Je ne dis pas que c'est assez anormal. Et vous, en tant que DGA du FONAREV, est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? Parce que c'est aussi une façon de réparer les victimes. Qu'on reconnaisse leur situation. Ça, c'est la première chose. La première question que j'avais posée. La deuxième question, j'ai eu la chance de venir étudier en Espagne. Et ici en Espagne, pendant presque 60 ans, il y a eu le terrorisme de ETA. Et on a créé la figure de la victime du terrorisme. C'est un conflit qui était géolocalisé dans ce qui était le Pays Basque, mais avec l'avènement de la démocratie dans les années 75, le conflit s'est éparpillé dans tout le pays. Et à la fin, la figure de victime du terrorisme, c'est une reconnaissance que le gouvernement national donne aux personnes qui ont été victimes. Et cette reconnaissance part, par exemple, à un titre spécial. Par exemple, il ne paie pas tous les frais pour prendre un bus ou prendre un avion. Ils ont des facilités au moment d'aller à l'université. Les soins médicaux pour eux, ils ont accès, par exemple, les soins médicaux militaires sont réservés aux militaires, mais eux, ils ont accès à ces soins médicaux. Je ne sais pas si dans notre pays, on réfléchit dans ce sens-là. Voilà les deux grosses questions que j'en ai plein. Merci beaucoup, Monsieur Yves. Je suis vraiment navrée et désolée pour votre épouse et je me réjouis de savoir que vous prenez très bien soin d'elle. Merci pour cela. Oui, votre question, elle est tellement pertinente et comme je disais, nous avons 55 ouvrages cette année même que nous comptons construire. Et dans les 55 ouvrages, nous avons 13 mémorials. C'est soit des mémorials des types 1 ou des types 2. Les mémorials de type 2, c'est parfois les mémorials où il y a eu, par exemple, de fosses communes. Donc, c'est des grands mémorials qu'on doit ériger cette année. Et vous vous souviendrez, récemment même, il y a eu des cas des victimes de bombardement du camp de Mugunga, au Nord Kivu, à Goma. Et le FONAREV, présentement, est en train de construire un mémorial pour ces 35 victimes qui ont été lâchement abattues par les terroristes du M23. Donc, bien évidemment, avec toute l'assistance du gouvernement, ces personnes-là vont passer aussi par des réparations. Mais je vous assure que cette année, on va construire des mémorials dans toutes les provinces, pilotes évidemment, notamment au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Ituri. On va en construire au Kasaï central, on va en construire au Congo central, au Sud du Bangui, au Tanganyika et au Katanga. C'est les provinces. Oui, c'est les premières provinces qui vont bénéficier des mémorials cette année. Et ensuite, l'année prochaine, on continuera avec d'autres provinces qui ont connu évidemment aussi des conflits. Parce que vous le savez, 20 de 26 provinces de la RDC ont connu en fait des conflits qui sont très saillants.
Donc, ça veut dire que vraiment la question du mémorial, de la mémoire collective, elle est tellement importante qu'il y a même des victimes qui nous ont dit nous, tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir aller voir où est-ce que nos frères ont été enterrés. Je vous ai parlé de mesures de satisfaction où on doit réunir les corps qui ont été enterrés vivants, par exemple. C'est notre rôle de faire cela. Ça fait partie de notre mandat de réparation. Donc, ce qui fait que, oui, c'est une question extrêmement pertinente. Donc, nous sommes déjà en train de construire. En fait, en ce moment, je vous parle le mémorial de Kibati, qui a accueilli justement ces premières victimes, paix à leurs âmes. Et on va construire d'autres mémorials partout, à Makobola, Kassika, Mwenga. On va aller partout où il y a eu des massacres, partout où il y a eu des préjudices qui ont été commis, des violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire. On va, du droit de l'homme, pardon, on va construire des mémoriaux. Merci. La deuxième question. Vas-y, oui, vas-y, Yves. Non, la deuxième question que j'avais n'a pas répondu à la deuxième. Mais par rapport au mémorial, je vous donne un exemple patent. Vous savez, pendant que le pape était en train de descendre à Kinshasa, on a sérieusement demandé qu'on ait un mémorial parce que ça allait faire un poids politique, un poids diplomatique pour notre pays. Ça n'a pas été fait. Dernièrement, il y a eu les Jeux de la francophonie, ça n'a pas été fait. Et pourtant, imaginez-vous un peu, pendant les Jeux de la francophonie, on a eu une affaire de presque 13 000 athlètes de tout le monde qui sont venus à Kinshasa. Le simple fait de leur avoir, disons, de les emmener dans un mémorial comme celui-là aurait fait beaucoup plus d'impact que tout ce que nous avons comme campagne de lobbying auprès de l'Union européenne ou bien des États-Unis ou bien au niveau de l'Union. Mais bon, c'est bien que vous soyez en train de faire ça. Mais l'une des choses que je voulais aussi savoir, c'est, je crois que je suis en train de monopoliser la parole. Désolé, Patricia. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. C'était aussi par rapport à le FONAREF. Il a une durée de temps déterminée ou bien c'est une institution qui est censée perdurer indéfiniment dans la vie institutionnelle du pays? Ok, merci d'abord pour l'avant-première question. Oui, justement, comme je le disais, le FONAREF va construire non seulement des mémorials partout, mais il va construire aussi un musée, un très grand musée à Kinshasa, comme vous l'avez si bien suggéré, et je pense que les constructions devraient commencer cette année. Et donc, ça sera vraiment pour répondre justement à votre question, d'avoir un musée à Kinshasa en reconnaissance et en mémoire des victimes et de toutes les personnes qui leur ont porté secours. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a déjà une date qui est déjà institutionnalisée par la loi, c'est le 2 août, qui est une journée de commémoration en hommage aux victimes et aux personnes qui leur ont porté secours. C'est-à-dire que chaque 12 août, tous les pays va se mettre en place pour commémorer les victimes. Pour votre deuxième question, le FONAREF, c'est une institution publique qui n'est pas forcément appelée à disparaître dans le temps. Mais justement, c'est le président de la République, le Premier ministre, qui met en place, par décret du Premier ministre, on crée, par exemple, une institution. Le président de la République promulgue une loi dans laquelle on fait allusion à une institution. C'est par leur décision, par exemple, si c'est une décision politique, je ne sais pas, mais je pense que le FONAREF est appelé à perdurer dans le temps. Il n'y a pas de limitation de temps dans les fonctionnalités du FONAREF. Alors, dans ce cas-là, la question ultime, parce que l'argent a toujours été le nerf de la guerre dans ce genre de situation,
qu'est-ce qui nous garantit bien? Quelles sont les mesures qui sont prises au niveau institutionnel pour que le FONAREV comme fonds dure ad vitam aeternam, comme dirait le père Bodjoka? Bon, déjà le FONAREV, quand vous lisez la loi, je vais vous la transmettre. Le FONAREV a 15 sources de financement. Notamment, la plus grande source de financement, c'est que le FONAREV possède aujourd'hui 11% de toutes les ressources minières, toutes les redevances minières collectées en RDC. Cela, c'est vraiment un combat qui a été mené de bout en bout par les victimes, par la distinguée première dame, pour que les fonds nationaux puissent posséder des ressources indépendantes pour permettre la réparation des victimes. Et ça, c'est vraiment... la publicité de ça? Pardon? Pourquoi vous ne faites pas la publicité de ça? C'est une information capitale, ça. C'est la première fois que j'entends ça. Sérieusement, hein? Sérieusement. Bon, je pense qu'on est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Comme je vous l'ai si bien dit, le FONAREV n'a que 8 mois. Quand une nouvelle institution se met en place, il y a toute la prérogative, tout ce qu'il faut, toutes les prérogatives qui doivent aussi suivre. Quand une institution se met en place, elle doit recruter du personnel, elle doit trouver par exemple des bureaux. Et je ne vous dis pas forcément que l'octroi, les 11%, c'était gagné d'avance. Non, c'était quelque chose qui était dans la loi, mais il fallait l'opérationnaliser. Et donc, ce qui fait que ça peut vous prendre même jusqu'à 6-7 mois. Et pour que le FONAREV puisse maintenant décoller, ça peut prendre un peu de temps. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en même temps que le FONAREV se bat pour ses ressources, en même temps, le FONAREV est en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en place la mise en œuvre du droit à la réparation. Ce qui est sûr, nous sommes en train de mettre en place un plan de vulgarisation de la loi. Et donc, quand on va commencer la vulgarisation, évidemment, on a déjà commencé, mais une vulgarisation à grande échelle, c'est là que vous allez peut-être apprendre un peu plus de la loi qui crée le FONAREV et qui met en place les principes fondamentaux de la protection et de la réparation de victimes. Et ça, vous allez avoir toutes les informations concernant les réparations, concernant la protection des victimes et toutes les ressources que le FONAREV collecte à ce jour pour la réparation des victimes. Merci. Donc, vous avez donc une subvention de l'État, mais est-ce que vous avez des subventions des privés? Oui, en fait, nous avons la possibilité. Le FONAREV a la possibilité d'avoir des dons et legs, de recevoir aussi des financements. Donc, c'est parmi les sources de financement, de financement du FONAREV. Nous avons la dotation de l'État, le 11% de redevance minière, nous avons 2,5% des assurances, nous avons 2% de crédit carbone et bien d'autres ressources que nous sommes appelés à collecter avec le temps. Merci pour votre réponse, Madame Emmanuela. On va regarder maintenant la rubrique d'un membre de notre équipe. C'est une rubrique qui s'appelle Rappel historique de Benjamin Babunga. En termes de rappel historique, j'ai sélectionné 2 événements qui cadrent avec cette semaine du 10 au 17 dans laquelle nous nous trouvons. J'ai pris notamment la date du 10 juin et la date du 11 juin. Alors, le 10 juin 2006, c'était la sortie de l'album Droit Chemin de Fally Ipupa. Cela fait déjà 18 ans que cet album est sorti et j'ai trouvé que c'est important de parler de cet événement parce que ce que Fally est devenu en termes de patrimoine de la RDC, ça vaut quand même la peine qu'on parle de cet événement. Donc, comme vous le savez, Fally a été un simple chanteur ou membre du quartier latin de Koffi Olomide. Et déjà, pendant qu'il était chez Koffi Olomide, il se distinguait parmi tous les musiciens qui faisaient partie du quartier latin, et jusqu'à ce qu'en 2006, il décide de pouvoir s'orienter sur son chemin. Et à ce moment-là, il va se lancer tout seul et il sort l'album Droit Chemin, qui sera produit par l'Ivoirien David Monceau et qui sortira un certain
10 juin, comme ça a été le cas pour cette semaine. Et l'album va connaître un succès fou parce qu'il y aura quelques titres qui vont être adulés et aimés par tous les mélomanes de la bonne musique, notamment des titres comme Associés, comme Liputa, et des titres qui, même 18 ans après, continuent à être chantés et admirés aussi par tous ceux qui aiment la rumba congolaise. Et au-delà de cela, Fally est resté comme une sorte d'icône. Aujourd'hui, quand on parle de la musique congolaise, même au-delà des frontières de la RDC, on revient tout le temps sur le profil de Fally, qui est devenu comme une sorte de porte-étendard de la musique congolaise. Le deuxième événement que j'ai sélectionné, c'est celui du 11 juin 2004, lorsqu'il y avait eu tentative de coup d'État à Kinshasa. Alors, à ce moment-là, nous sommes en pleine transition qui a commencé un an auparavant, où nous avons Joseph Kabila comme président et il est secondé par 4 vice-présidents. Alors, ce jour-là, au petit matin, il y a des coups de feu qui se font entendre à Kinshasa et ceux qui sont à la base de ce coup de force vont aller même au niveau de la RTNC et ils vont aller même au niveau des installations de la SNEL pour couper le courant sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Mais quelques temps après, la force républicaine, la garde républicaine de Joseph Kabila va être en mesure de pouvoir prendre le dessus sur les assaillants qui seront traqués d'ailleurs sur l'ensemble de la capitale. Certains seront même appréhendés, sauf Eric Leng qui était à ce moment-là major et qui faisait lui aussi partie de la garde du président Joseph Kabila, qui était d'ailleurs l'instigateur de ce coup de force qui malheureusement ne sera pas attrapé. Et jusqu'à ce jour, presque 20 ans après, il n'y a jamais eu de nouvelles sur ce qu'a été le sort de Eric Leng. Donc c'était un événement qui avait bouleversé un peu la République à ce moment-là, où tout le monde était content de voir la transition lancée et tout le monde s'attendait à ce que des élections aient lieu en 2006, c'est-à-dire 3 ans après le démarrage de la transition. Et malheureusement, un an après, il y a ce coup de force qui, heureusement, va être déjoué. Et Joseph Kabila, ce jour-là, va d'ailleurs apparaître au niveau de la télé nationale pour expliquer un peu les circonstances dans lesquelles les assaillants ont été maîtrisés et demandera d'ailleurs à la population quinoise de garder son calme et que la transition allait continuer jusqu'à aboutir à des élections, ce qui a été le cas parce qu'en juillet 2006, on a finalement eu les élections. Donc voilà les 2 événements que j'ai sélectionnés par rapport aux dates du 10 et du 11 juin. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, c'était très inspirant. Fally Ipupa, tout le monde connaît un petit peu l'album, j'imagine. C'était quelque chose, ça nous a changé un petit peu du thème un peu morose, bien que Madame Emmanuela soit très, très intéressante à écouter, mais le thème est un peu triste. Mais c'est une réalité que nous devons affronter en tant que Congolais. Nous avons un grand pays où il se passe tant de choses et c'est vraiment une grande joie de voir qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas très orientées vers l'aide et orientées aussi vers une certaine expérience et une connaissance de tout ce qu'on a besoin, en tout cas pour faire de notre pays un pays où il fait bon à vivre. Le Père Jean-Pierre, je ne vous ai pas donné beaucoup la parole. Est-ce que vous avez une question pour Madame Emmanuela? Oui, mais c'est vrai, hein, bon, je ne me plains pas, puisque ce que dit déjà Madame Emmanuela, c'est très intéressant, même comme vous avez dit, hein, ce sont des situations un peu tristes et qui rognent le cœur et des esprits sensibles. Donc, c'est vraiment des situations complexes. On parle même d'elle-même avec courage et puis aussi beaucoup de victimes au pays. Et une de mes questions a été déjà vidée par la question de Yves et même aussi de Madame Emmanuela elle-même. C'était une question de fond. Alors là, je me rends compte quand même que si on respecte un peu ces sources de financement, je crois que, disons, les FONAREV ne manqueraient pas d'argent pour
surtout venir en aide les victimes. Alors, une petite question seulement. Bon, d'abord, je commence par là, et pas une petite question, mais une petite curiosité. Hein. Fonarev, bon, quand on lit comme ça Fonarev, c'est facile à prononcer, mais le développement du nom, c'est un peu trop long. Peut-être que ça ne dépend pas de Madame Emanuela. Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aussi des victimes de crimes contre la paix, la sécurité de l'humanité. C'est un peu long hein, quand on doit décrire tout ça, mais on voit en quoi est-ce que ça rime un peu. Et une autre petite question qui n'a pas de rapport directement avec ce que fait Fonarev, c'est à propos de Madame, qui est d'ailleurs notre invitée aussi aujourd'hui, Madame Emanuela Zandi. Est-ce que j'ai senti, hein, quand j'ai regardé la petite vidéo, j'ai senti un peu la nostalgie qu'elle a, hein, de faire d'abord son travail actuel comme DG adjoint de Fonarev, mais aussi, on dirait qu'elle a encore la tendance de journaliste. Si je dis ça, c'est en regardant, parce que si vous avez bien suivi, hein, moi, c'est mon métier depuis déjà une trentaine d'années, j'ai senti à la fin qu'elle a fait plutôt la journaliste. Donc, on sentait la journaliste à la fin, hein, ça c'est vrai. Est-ce que alors, la question, ça ne vous marque pas, les journalistes, les journalistes actifs? Bien sûr, j'étais en train de sourire bêtement quand vous avez évoqué cette question. C'est vrai, ça me manque énormément, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose que je tire de mon métier de journaliste dans tout ce que je fais. C'est surtout cette capacité d'analyse et de vérification de l'information. Et je pense que ça m'aide beaucoup dans mon travail actuel. Mais ça me manque beaucoup d'être les catalyseurs de l'info et de pouvoir informer. Mais je pense que aujourd'hui, je suis appelée à d'autres responsabilités et je garde ça dans mon ADN, bien sûr, mais je suis appelée à d'autres responsabilités et je pense que c'est vraiment un tremplin. Mon métier et je le garde très passionnément dans mon cœur. Mais ça me permet simplement aussi de pouvoir orienter toutes les communications, tout ce que je dois faire et savoir beaucoup analyser et toujours trouver les sources de tout ce qu'on nous dit, savoir comment orienter les choses. J'ai une question. Oui, vas-y, Yves, vas-y. Madame Emanuela, aujourd'hui, on va faire un peu le potin. Hein, c'est vraiment fondamental et j'aimerais connaître un peu cet aspect des choses. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais pendant les mois de mise en place du Fonarev, est-ce qu'il y a eu des acteurs politiques, bien des acteurs du gouvernement qui ont été réticents au moment de libérer les fonds pour le Fonarev? Non. Je pense que c'est un projet très ambitieux et je pense que tout le monde a compris la nécessité d'avoir un tel fonds pour la République. Et ça ne peut pas manquer. Je dirais des petits, on veut savoir est-ce que ces fonds vont réellement aller vers les victimes, vers les bénéficiaires finaux, est-ce que ces fonds vont contribuer réellement à la réparation. C'était vraiment des questions de conviction par rapport au fonds, mais en réalité, non. Tout le monde, je pense, a été conscient du catalyseur que va être le fonds de réparation et comment est-ce que la réparation peut réellement changer la vie des victimes. Merci. Madame Emanuela, vous avez dit tout à l'heure que ça fait seulement 8 mois que le Fonarev existe.
j'imagine un petit peu comment vous évaluez l'impact, pour revenir aussi un petit peu sur la question tout justement que Yves a posée, comment vous évaluez aujourd'hui, après 8 mois, l'impact de vos activités et des réparations sur le terrain? Est-ce que vous diriez de vous-même et de votre gestion qu'elle est plutôt positive, ou il y a des choses que vous pouvez faire mieux? Et, et s'il y a des choses que vous pouvez faire mieux, et qu'est-ce qui vous permettrait d'aller plus vite? Merci pour la question. Déjà, je veux dire que le contexte congolais est très complexe. Normalement, les réparations dans d'autres pays sont faites après le conflit. Et nous sommes dans une situation où il y a des zones qui sont post-conflit, mais il y a des zones qui continuent d'être en conflit. Donc, ce qui rend extrêmement difficile la tâche des réparations. Deuxième chose, oui, il y a beaucoup de choses à améliorer, puisque justement, à chaque fois que nous allons sur terrain, ça nous permet d'améliorer nos approches et comment est-ce que nous voyons, on voit les choses. Oui, en tout cas, pour l'instant, je pense que nous avons une gestion simplement orthodoxe, puisque je pense que les personnes qui ont été placées à la tête du FONAREV s'évertuent quand même à rendre l'appareil aux victimes et qui sont conscients en fait de la gravité de la gravité de la souffrance que plusieurs personnes portent et qui sont véritablement investis dans les questions de réparation. Mais c'est toujours une amélioration. Le travail de réparation, le travail avec les victimes, avec les survivants, ça a toujours été un travail d'amélioration quotidien. Il faut changer souvent les choses pour permettre d'être à l'aise. Et nous, on doit s'adapter très souvent à cette réalité-là. Donc oui, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, on doit s'améliorer. Et jusque-là, on peut toujours les gens peuvent penser que le FONAREV ne fait pas grand-chose encore, mais il y a beaucoup de préalables à mettre en œuvre avant la mise en œuvre du droit à la réparation. Donc, il faut d'abord consulter les victimes, s'assurer que les victimes sont d'accord et qu'ils nous accompagnent dans le processus de réparation, s'assurer que tout ce qu'on écrit plaît aux victimes. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile parce que vous pouvez venir en janvier, les victimes vous ont dit, nous, on veut un hôpital ici, et 6 mois plus tard, elles se disent que non, plutôt c'est l'école pour nos enfants qui est prioritaire. Donc, on doit être très méticuleux, très flexible à pouvoir apporter des solutions concrètes aux victimes. Et on s'améliore tous les jours, on apprend tous les jours, mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Mais on n'hésitera pas, s'il y a vraiment des personnes qui pensent, qui réfléchissent différemment, qui ont une idée. Je suis toujours, moi personnellement, toujours ouverte aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire les choses, parce que ça nous permet de nous améliorer, de faire ensemble un travail de victime, le travail qui est si noble, le travail qui conduit à un véritable remise en dignité des victimes et des survivants. Merci. Tout justement, votre conclusion me porte à ma prochaine question. Je voulais savoir si le fonds fait aussi office d'entreprise dans le sens de est-ce que vous recrutez et est-ce que vous recrutez des gens dans le long terme, du personnel dans le long terme ou c'est périodique? Comment ça se passe? Alors, nous avons procédé récemment au recrutement des personnels essentiels pour l'instant qui vont nous permettre d'avoir de commencer à travailler et puis en fonction de notre plan de recrutement, s'il y a des besoins qui se représentent très prochainement en fonction de réalités que nous allons rencontrer sur les terrains, évidemment, nous pouvons recruter, mais pour l'instant, nous avons déjà recruté un personnel essentiel et je pense qu'on va se limiter d'abord là-bas
et voir comment est-ce qu'on évolue dans les années à venir. Merci, merci Madame Emmanuela. Alors, nos internautes ont quelques questions. Je vais essayer de lire 2 ou 3 questions ou commentaires. Alors, il y a Monsieur Abou qui écrit Madame Emmanuela aime-t-elle aussi la politique? Si oui, elle est de quel parti politique? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais bon, c'est la question. La politique, écoutez, la politique, c'est... je ne dirais pas que je n'aime pas la politique, parce que dans tout ce qu'on fait, on fait de la politique en fait. Mais je ne suis, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, plutôt peut-être que je me décide plus tard, mais pour l'instant, je ne fais pas partie d'un parti politique, je suis technicienne, mais je compte bien, peut-être un jour. Merci, merci. Il y a encore une autre question ou un commentaire de Monsieur Abou. Il pense que vous négligez, je ne sais pas s'il parle de vous personnellement ou du FONAREV, mais j'imagine que c'est du FONAREV dont il parle, que vous négligez la communication et que c'est une grave erreur. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'il n'y a pas assez de communication sur le FONAREV. Pourquoi? Comme je l'ai si bien dit, merci pour la question, Monsieur Abou. Le FONAREV vient à peine de commencer et elle devait mettre en place tous les préalables au fonctionnement d'une institution publique. Nous ne négligeons pas la communication. D'ailleurs, je vous informe que nous avons toute une direction de la communication qui s'occupe de toute la communication des proximités, c'est-à-dire la communication au niveau des communautés, qui s'occupe aussi de toute la communication institutionnelle. Donc, non, nous ne négligeons pas et j'ai la chance d'avoir quand même cette équipe de communication qui est très efficace et qui est en train de préparer vraiment beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication au niveau des communautés, une communication de proximité pour permettre aux victimes et à la population entière de connaître le FONAREV, de connaître le FONAREV et de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour la mise en œuvre du droit à la réparation. Merci, merci. Alors moi j'ai 2 petites questions, mais c'est vraiment des questions pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que je suis féministe? Oui, je pense oui, je le suis parce que le féminisme, c'est une conviction, c'est une valeur. Et donc, oui, je suis. Merci, merci. Si vous étiez une citation, vous seriez laquelle? Une citation. Je serais Never Give Up. Ok, excellent. Merci. Merci. Yves, si vous avez une question, le Père Jean-Pierre, est-ce que vous avez une dernière question? Yves d'abord, hein, peut-être, parce que Yves a toujours beaucoup de questions. Je ne veux pas dire la garde. J'ai beaucoup de questions. Non, je n'ai plus de questions là. C'est bon. Merci, merci Yves. Le Père Jean-Pierre? Alors, j'ai suivi un peu Madame Emmanuela Zandi. Hein. D'abord, ce n'est pas une question, c'est une question de la remercier, puisqu'elle maîtrise d'abord le sujet, disons, de questions de victimes, et on sent vraiment qu'elle est dedans. Et puis, le deuxième aspect, c'est plutôt un peu du point de vue sensibilité personnelle. Quand on vit comme ça, disons, dans une institution qui s'occupe des gens qui traversent ou qui ont traversé des périodes difficiles, en commençant par elle-même, puisqu'elle a fait allusion à ça, sans peut-être entrer en profondeur. Est-ce que ça vous passe par la tête un peu tous ces mauvais souvenirs, que ce soit de vous-même et des autres? Est-ce que c'est facile de vivre ça, Madame Emmanuela? Oui, merci Père Jean-Pierre. C'est une question extrêmement pertinente. Ce n'est pas facile. Évidemment, le travail avec les victimes, avec les survivants, rencontrer la souffrance, connaître la souffrance,
rencontrer les gens qui pleurent tous les jours, non, ce n'est pas facile du tout. Et c'est pour cette raison qu'au FONAREV, on met en place des mécanismes adaptés pour que quand les gens, nos agents reviennent, par exemple, de missions qui ont été extrêmement difficiles, qu'ils puissent avoir un suivi psychologique au niveau de l'institution. Après, nous mettons en place tous les mécanismes possibles pour permettre aux agents de se sentir détendus et de pouvoir parler en fait de traumatismes qu'elles ont subi, par exemple, de voir une femme victime, par exemple, de voir une personne de voir, par exemple, une personne massacrée. Donc, c'est des mécanismes qu'on doit mettre en place et c'est pour cette raison que le travail du FONAREV est un travail extrêmement difficile et je loue d'ailleurs le travail qui a déjà été fait en avant depuis plus de 30 ans par les organisations de la société civile, les accompagnants des victimes qui bravent en fait tous ces traumatismes-là pour accompagner les victimes. Et c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail extrêmement douloureux, extrêmement difficile et triste, mais je pense qu'on doit s'armer de beaucoup de courage pour accompagner. Moi, personnellement, ce que je fais d'habitude, quand je sens que ça m'arrive de pouvoir stresser par rapport à une situation, je me rappelle simplement que je suis passée par là et que j'étais en ce moment-là parce que quelqu'un d'autre a besoin de moi et après, je vais aussi consulter. Je ne dirai pas, je ne mentirai pas que je le fais souvent, mais au moins quand j'ai la possibilité, je vais consulter un psychologue ou un professionnel, un thérapeute pour me dégager en fait de ces émotions et continuer à travailler, à aider et à apporter soutien aux victimes. Merci beaucoup, Madame Emanuela. En tout cas, merci pour votre participation. Mais je voulais quand même vous laisser le mot de la fin pour un petit peu clôturer l'émission, puisque nous touchons à la fin. On va vous libérer. Ça fait déjà presque plus d'une heure que nous discutons. C'est extrêmement intéressant. Nous pourrons continuer, mais on va s'arrêter. Donc, je vous laisse le mot de la fin avant de pouvoir clôturer l'émission. Merci beaucoup. J'ai été très ravie de passer dans cette émission. Il est vrai que j'étais un peu stressée au début parce que je venais à peine d'arriver à la maison. Il y avait beaucoup d'embouteillages et je me demandais si je serais en mesure de pouvoir le faire. Mais j'étais très ravie de participer dans cette émission, d'avoir vos questions qui sont tellement bienveillantes. Merci au Père Jean-Pierre. Pour cette opportunité. Merci à Madame Patricia, merci à vous, Monsieur Yves, de m'avoir donné cette opportunité de discuter. Je reste toujours disponible et je dis aussi merci à tous qui nous ont suivis sur tous les réseaux. J'espère qu'ils sont tellement bienveillants avec les victimes et que s'ils rencontrent une victime, ils savent qu'ils doivent prendre soin d'elle et non pas la taxer de doigts ou la discriminer. Donc, c'est vraiment au moment de la fin et vraiment beaucoup de bienveillance à l'endroit des victimes. Merci Madame Emanuela. Donc, je vais donc clôturer l'émission maintenant. Merci à notre invité. En tout cas, ça fait vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci à nos contributeurs, Monsieur Yves. Merci à Benjamin, qui n'est pas là, mais il nous suit certainement. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Madame Emanuela nous a dit tout à l'heure « Never give up ». Donc, on va clôturer l'émission avec cette citation que j'aime beaucoup et qui représente vraiment une grande chose pour nous. Et on va lui dire « Never give up ». Continuez de faire du bon travail à travers le FONAREV, que vous faites déjà en tout cas. Nous avons été très édifiés par vos explications parce que quand on regarde le site Internet, on voit des explications, mais c'est toujours mieux d'avoir une personne qui vous explique dans les détails et qui vous fait comprendre un petit peu, surtout pour la population, comment ça se passe et ce qui se fait au jour
Un de nos internautes aussi aujourd'hui a parlé de la communication. Ben voilà, c'est une sorte de communication que vous avez bien voulu partager avec nous. Donc, on vous remercie grandement pour ça. Merci beaucoup, Madame Emmanuela. Je dis aussi merci à nos internautes qui nous ont suivis. On se revoit vendredi pour la prochaine édition du Dialogue avec. Je vous dis bonsoir. La rediffusion, ce sera demain à partir de 14h, que vous pouvez regarder l'émission sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.